Lorsque Prosper Mérimée débarque en Corse en 1839, il est déjà un écrivain en herbe, un grand voyageur aimant parcourir les mondes inexplorés et un archéologue passionné d'histoire ancienne. Il possède déjà au fond de lui ce goût prononcé pour la sincérité des cœurs et des esprits, qui formera le véritable fil conducteur de son œuvre. C'est un épicurien qui aime passionnément la vie et exècre l'hypocrisie et le moralisme. Il aime la simplicité vraie et condamne l'emphase. Tous ces traits de caractère qui se retrouvent tels que dans ses œuvres littéraires se rencontrent aussi dans sa perception de l'art. Aussi, lorsqu'il rentre de Corse et rend compte auprès du ministre de l'importance du patrimoine historique de l'île, il en parle avec une certaine sévérité, lui préférant l'esthétique des paysages et des coutumes locales. En réalité, les rares monuments qui retiennent son attention brillent par ce qu'il considère relever d'une naïveté primitive, un style très épuré, aux lignes juste parfaites. Il en est ainsi de l'église romane de Garbigne, un édifice sobre, dont l'élégance a bouleversé Mérimée. Hé, regarde ça. Bon, regarde l'état de délabrement de cette église. Il n'y a plus de clocher. Moi, j'adore comparer les photos avant et après. Et là, mis les cloches. À la rouge, tiga, sur une potence avec des pions châtaigniers. Mais ils ont fait un campanile de fortune. Ouais. Et là, regarde, l'arbre. Mais comme elle est vieille, cette photo, l'arbre, il a rétréci aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, quand tu vieillis, tu rétrécis. N'importe quoi. Et là, tu vois, Mérimée, il devait être là. Ah. Je suis déçue? Totalement réussi. Elle est magnifique, hein? Oh, j'adore cette église romane. Ah, elle sonne. Tu trouves pas qu'elle est austère, mystérieuse? Avec les fenêtres meurtrières, c'est vrai que tu pourrais dire que c'est l'austérité dans toute sa splendeur, mais regarde, la pierre brille, donc elle n'est pas du tout austère. Ouais, mais il y avait autre chose qui brillait avant, hein? Ouais, là-haut, tu vois, il y a les trous. Ce sont l'emplacement de bacchines, des bols en céramique qui illuminaient la façade. Oh, ça devait être joli. Ouais, magnifique. Hein. Toutes ces arcatures là, sur la corniche, avec des modillons. Et là, tu as vu, les clés pour tenir l'édifice. Sans les clés, Ah, je me demandais à quoi ça servait. la clé de voûte. Ah, c'est magnifique. J'aime bien les arcatures comme ça. Et là, il y en a encore. Sur l'abside. Resplendissante. Et le clocher, hein, magnifique, hein, de ça, toi. C'est vrai qu'il est grandiose. Ouais, il n'y en a pas beaucoup comme celui-là. Celui-ci, cassé par la foudre. D'ailleurs, tu le vois bien sur la photo. Ouais. Et un beau matin, les habitants du village ont découvert le clocher ici même, intact, comme par magie. Mon Dieu. Ouais. Et bien entendu, lorsqu'arrive Mérimée à Carbine, il va trouver le clocher à moitié détruit. L'église San Giovanni Battista, pareil, dans l'état que tu peux avoir sur la photo. Donc lui, il adore le roman et devant ce spectacle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire au ministre, hein. Il va attirer l'attention du ministre pour que le ministre puisse apporter son soutien financier et bien entendu réhabiliter l'édifice et le clocher. C'est vrai. En plus, il n'aime pas le baroque, hein, et il s'est vraiment focalisé sur le roman parce qu'il se trouve ça vraiment, vraiment très très beau. Ouais. Mais regarde là sur la photo, quand il est venu, il restait un morceau de la petite chapelle San Quiligo à côté. Ah ouais, on le voit bien. Ouais, et la population grossissant, en fait, ils ont dû construire celle-ci, la petite Saint-Jean-Baptiste. Mais moi, il me semblait que la San Quiligo avait été détruite lors de la croisade contre Giovanni dans la fin du XIVe. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein, ce qu'on a coutume de dire. Cette fameuse secte considérée comme déviante qui a été complètement massacrée par les soldats sous les ordres du pape. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Mais il ne les a pas totalement massacrés. Écoute, moi j'ai entendu dire en fait qu'ils venaient se réunir dans cette chapelle-ci et que c'est là du coup qu'aurait eu lieu l'attaque. Ouais, il n'en reste qu'un. Ah ouais. En tous les cas, c'est grâce à Monsieur de Mérimée que nous avons aujourd'hui le plus beau campanile de Corse. Hein. C'est vrai. Ouais. Sobre, simple, mais très élégant, comme il les aimait. Prospère. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Mon bon Prospère. Elles sont belles ces photos. Hein.
pas mal, hein? D'ailleurs, il existe dans cette collection d'œuvres photographiques un cliché rare de Prosper Mérimée durant son séjour à Carbie, en robe de chambre. Pas possible, un sourcil de Tamantafar. Hein. Lorsque l'on songe au fantastique travail de Prosper Mérimée pour la sauvegarde du patrimoine français, la restauration de chefs-d'œuvre comme la cathédrale Notre-Dame de Paris ou la cité de Carcassonne et ses incroyables remparts, on peut être surpris de l'engouement de l'homme pour cette petite église de la montagne corse. Et pourtant, elle est le pendant rural de ces grandioses architectures et possède dans sa simplicité antique une élégance que l'on ne rencontre pas toujours dans les monuments infiniment plus riches. On retrouve là le trait de caractère de l'homme, son goût démesuré pour l'exactitude et le dépouillement, pour l'efficacité et l'harmonie. Autre église à la simplicité antique bouleversante, l'ancienne cathédrale de Marianne a également fasciné Mérimée par la pureté de ses lignes et son indéniable grâce. Ça fait longtemps que je n'étais plus venu par ici. Hein. Elle est toujours là, elle n'a pas bougé d'emplacement. Par contre, la route, elle n'a pas bougé aussi. Hein. Ah non, elle est toujours là. Ouais. Regarde, cathédrale de Marianne. Elle est belle. Elle est jolie. Et en plus, regarde, avec cette abside magnifique et les modillons que l'on va retrouver au-dessus. Elle est vraiment impressionnante. Hein. Pas vraiment pour son style roman, mais surtout quand tu imagines qu'elle a presque 1000 ans. 825 ans, exactement. Wow. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'édifices modernes qui tiendront, on va dire, la moitié de celle-ci. Tu as raison. Ouais. Tu sais, Paul, lorsque Mérimée est venu en Corse en 1839 et qu'il a visité... Mais qu'est-ce que tu fais? J'écoute les voitures. Pourquoi? Et puis je me posais la question qu'avec la proximité de la route, on pourrait trouver ici des vestiges de CX ou de DS. Tu es bête. Donc je te disais, quand Mérimée est venu en Corse en 1839, eh bien, il est resté là, devant cette cathédrale, à la contempler, à la décrire. En fait, il était sous le charme. Pourtant, à l'époque, elle était vraiment en piteux état. Hein. Ouais, je confirme. D'ailleurs, je t'ai apporté quelque chose. Tu vas t'en rendre compte par toi-même. Voilà. Ah ouais, Prosper Mérimée. Tonton Prosper. Ah tiens, Regarde. voilà. Oh, super, regarde. Il disait que la toiture avait été détruite, qu'il n'y avait plus de porte et qu'il voyait encore les traces d'un ancien incendie. On voit bien. Hein. Waouh. Fais voir. Il disait aussi que la maçonnerie était toujours debout et qu'elle promettait une longue durée. Hein. Ouais, elle est toujours là. Hein. Il n'a pas eu tort. Et là, regarde. Ça, c'est un office. Ils sont tous à la messe. Il n'y a pas de toit. Elle est belle, hein? Ouais. Ah, mais les gens, en fait, ils ont dû abandonner la cité au XIVe siècle. Hein, on était dans une période de trouble où on a eu les invasions barbaresques, hein, les barbaresques qui sévissaient sur les côtes corses. Hein, il faut rappeler aussi qu'à cette période, la cité de Marianne, c'est une des plus importantes villes de Corse. Donc le danger des razzias vont faire que les gens vont quitter Marianne pour se rendre dans la ville de Bastia, qui était alors naissante, et aussi sinon pour se rendre sur les villages là-haut perchés, proches de la plaine orientale. Et d'ailleurs, en regardant ces photos, je me demande si Mérimée, lui, il a vu toutes ces ruines-là de la cité antique. Tu veux dire les murets de briques et les restes de l'église paléochrétienne? Oui, les colonnes, les échoppes, un peu tout ça, quoi. Et en fait, non. La seule cité antique qu'il connaissait était celle d'Alyria. Il connaissait aussi quelques établissements romains, mais en tout cas rien à proximité de la cathédrale. Marianne a été pourtant connue dans les textes, mais n'était pas vraiment localisée. Par contre, pas très loin à l'église Samperté, on a retrouvé des éléments qui ont été réutilisés. Et ça lui a fait penser qu'éventuellement, il y aurait eu des établissements romains dans le coin, mais il ne savait pas où, parce que tout ça était sous terre. Hein. Ouais, et ça lui a fait tilt. En fait. Ouais.
Ouais. Et en fait, c'est Geneviève Moracchini-Mazel qui a trouvé la cité antique dans les années 1960. Et aujourd'hui, on n'a pas tout découvert, hein, puisque à proximité de cette cité-là, sur 30 hectares, on a des fondations hein, qui sont pas, il n'y a rien d'apparent, c'est tout enterré, enfin, c'est tout sous terre, quoi. En tout cas, je suis bien plus impressionnée par cette magnifique cathédrale que par ces tas de briques. Ouais, mais c'est pas comparable aussi. Là, tu as bâtisse cet édifice qui a un côté grandiose. Et à côté de ça, tu as des petits murets en briques. Mérimée avait adoré la simplicité de cette église. D'ailleurs, il avait dit une simplicité qui n'exclut pas l'élégance. Oh, poète, tonton. Il était inspiré, hein, parce qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de bruit dans le coin. Non, Là, tu pas comme maintenant. Bling, bling, boum, boum. Ouais. Et en regardant les motifs là en face de nous, bon, je me demande si Prosper, lui, a des explications quant à ces formes géométriques. Moi, je sais qu'à l'intérieur, on mettait des pattes de verre, tu vois, ça s'appelait une tartiate, mais après... Lui, il a dit que ça avait été exécuté de manière barbare, taillé dans le vif de la pierre et du style caractéristique d'un byzantin primitif. Là, Prosper, hein, d'abord, il fait des phrases poétiques, et là, barbare, enfin, c'était son avis. Hein. Bon. Moi, j'aime bien les spirales. Oui, c'est joli, ça devait être beau avec la pâte de verre à l'intérieur. Ouais. Ça devait briller. Ben tiens, on va faire le tour. Regarde un peu la bâtisse à l'époque et aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces pierres. Ouais, elles sont super bien positionnées, bien ajustées, avec un grand soin. Regarde-moi ça, la taille en plus. Ah, elles ont dû souffrir, hein, les bâtisseurs, là, hein, à monter toutes ces pierres. Ouais. Ouais, tu sais que ces pierres, elles viennent du Cap Corse, de Cisco et de Brande. Elles sont arrivées comment? Par la route? La route, à l'époque, il y avait des voitures. Par bateau, elles sont remontées le Golo et sont arrivées ici. Quel travail! Mais tu vois, ce qu'il a adoré, c'est la grande simplicité de cette église. Tu vois, l'ornementation très pauvre, c'est pour lui en fait caractéristique des plus anciennes églises byzantines et il trouvait ça de très très bon goût. Il y avait du goût, Prosper. Hein. D'ailleurs, il avoue détester l'art baroque et son style surchargé et préférait nettement la simplicité antique. Il détestait le baroque. Mais en tout cas, c'est vrai que sur cet édifice, hein, sur cette cathédrale, il n'y a pas beaucoup d'ornementation. On a vu sur l'abside hein, les modillons et les interstiates sur la façade sud. Mais là, par contre, sur la façade centrale, hein, on a quelque chose d'intéressant. C'est joli, on a ces ça, hein. claveaux là, qui sont magnifiques, tout sculptés avec des animaux antiques. Hein, et en dessous, on a des entrelacs sous les claveaux et le linteau avec des plantes antiques aussi. C'est beau. Alors là, tu as vu qu'il y a le lion ou un loup antique qui court après un cerf. Tu as des griffons ailés. Ensuite, tu as des animaux aussi ailés, je ne sais pas ce que c'est. Et au-dessus, tu as l'agneau de Dieu avec la croix sur le dos. Et en face, qui affronte un lion. Alors ça symboliserait en fait la victoire du bien, l'agneau de Dieu, contre les forces du mal, les monstres antiques. Et aussi, il y a une autre symbolique, si on se réfère au contexte de l'époque, où on est à la construction de cet édifice, un peu plus tard que l'an 1000. Et là, on est définitivement débarrassé des Sarrasins, des Maures. Hein, et on a eu une coalition entre les Pisans et les Génois qui vont vaincre en fait les Sarrasins. Donc la victoire de la chrétienté contre les musulmans. Très beau, très belle façade. Mais tu sais qu'il a aussi adoré l'intérieur qui est très dépouillé. Viens, on va voir. Allez. Elle est monumentale. Ouais, c'est grandiose. Et regarde-moi ça, ces piliers là. Il y a du rythme dans la construction des piliers, avec un pilier, une arcade, un pilier, une arcade. Tu vois, finalement, c'est très simple, très aéré. Mérimée disait même que c'était léger comparé à ce qui se faisait à l'époque. Léger. Il ne faut pas oublier qu'on est en plein art roman et c'est le siècle de l'architecture mastoc. Mais là, il y voit une certaine élégance. Élégance. Ah. C'est beau, hein, mais bon, moi, je préfère les tapisseries, les dorures, le stuc, les hôtels en marbre, tu vois, quelque chose. Le baroque, quoi.
Ouais, le baroque ou le rococo, tu vois, quelque chose qui brille, quoi. Ouais. Je ne te savais pas si kitsch, Polo. Kitsch, j'adore. Lorsque Prosper Mérimée décrivit la cathédrale de Marianne, il évoqua la légèreté de son architecture et le bon goût de sa sobriété. Il était en réalité admiratif du procédé artistique utilisé par les bâtisseurs, une simplicité de lignes et de tons qui en dessinait l'harmonie souveraine. Mais il ne faudrait pas croire pour autant que l'homme était dépourvu de fantaisie ou d'imagination. Bien au contraire, il avait un goût prononcé pour les énigmes et l'étrange, les manifestations du surnaturel et le fantastique. Et ces personnages romanesques croisent aussi, bien souvent en réalité, la route de vampires, de sorcières ou de revenants. Mais Mérimée aimait plus que tout les choses bien faites, les histoires efficaces et bien racontées, sans détour inutile ni fioritures. Il aimait retrouver, dans une apparente simplicité de style, une élaboration suffisamment rigoureuse pour passer presque inaperçue. Cette aversion de l'auteur pour le superflu est à prendre en considération, car elle explique le peu d'enthousiasme de ses descriptions d'églises plus modernes. Même Bastia, l'ancienne capitale génoise de l'île, où se trouvent les plus grandes églises baroques de Corse, laisse Mérimée de marbre. Il évoque des édifices sans grand intérêt, à la décoration de mauvais goût, exécutés avec un penchant barbare pour ce qui se veut riche et coûteux. L'église de Santa Maria Assunta, on l'appelle aussi Santa Maria al Soccorso. En tout cas, elle est magnifique avec ses pilastres et ses 3 frontons. Ouais. Elle a une façade assez sobre, mais pourtant déjà très baroque. Là, ce que l'on voit, en fait, ça a été rénové au XXe siècle. Et l'église, elle est bien plus ancienne. L'église, enfin la cathédrale, puisque c'est une cathédrale, la cathédrale de Bastia, elle date de 1670. Non, bah, je la croyais beaucoup plus ancienne. Alors, il y aurait eu une autre église ici même, et ensuite on l'a agrandie pour avoir celle-ci aujourd'hui. Et là, elle est sur le rocher. Ils ont gratté un bout de rocher à l'époque, et on l'appelle aussi Santa Maria alla Rimbata, accolée au rocher. Waouh. Alors, il y a eu un déplacement de cathédrale, puisque autrefois, elle était à Marianne, et après, elle est passée ici. Ouais, très jolie. Ouais, très très belle. Elle est grandiose cette église. Ouais. Tu as vu ces colonnes, ces stucs, ces dorures. Ces décors sont de véritables joyaux. Et pour le coup, je comprends pas trop Mérimée là. Ben, si on réfléchit bien, lorsque Mérimée arrive à Bastia en 1839, il va venir voir l'église Santa Maria. Et là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un peu les murs décrépits, les dorures passées. C'est une église, on va dire, modeste et elle est un peu palote. Ah oui. Alors qu'aujourd'hui, on a une église, tu vois, avec toutes ces dorures. Mais ça, c'est du trompe-l'œil, en fait. C'est du néoclassique. Il faut s'imaginer l'église bien avant, 15e, 16e siècle. Ici, on est à la citadelle de Bastia. Et ici, on vit au rythme de Gênes. Les Génois sont ici. Donc, c'est le feu. Tu as du stuc, du marbre, des colonnes, des dorures et des fois de la paille d'or. Et aussi des tableaux, des tableaux comme celui-ci, les âmes du purgatoire, qui sont des commandes passées par l'église à de grands peintres comme Badara, Copio. Et donc, c'est vraiment le flamboyant. Et quand tu viens Mérimée à Santa Maria aussi, ce dallage, par exemple, ben, il n'y est pas. Parce que celui-ci a été posé bien après, en 1869, lors de la venue de l'impératrice Eugénie. Donc il ne peut pas voir tout ça, quoi. Oh, mais dis donc. En tout cas, moi, je l'aime bien, cette cathédrale. Même si elle reste à une échelle insulaire. Et puis, je trouve qu'elle est un peu à l'image de Bastia et de sa citadelle, un peu à l'étroit sur son rocher, mais très, très élégante. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais prier un petit peu. Paul,
Quand Eugénie est venue ici, est-ce que Napoléon III était avec elle? Ouais, je sais pas. Tu sais que Napoléon III a fait de grandes choses pour l'Église en France. Hein. Ouais. Mais c'est vrai, hein? Chut. Pardonnez-moi, monseigneur, d'avoir volé les cerises du curé. Pardonnez-moi. Les cerises. Oh, c'était donc ça. Pardonnez-moi, mon Dieu, de m'être moqué des sourcils de Mérimée. Pardonnez-moi pour tous ces péchés. Pardonnez-moi, monseigneur, d'avoir dérobé le fromage des bergers de Fauzanne. Pardonnez-moi aussi pour avoir volé le vin de Toussaint. Mais qu'il était bon. Pardonnez-moi pour tous ces péchés, monseigneur. De toute façon, j'arrive pas à me concentrer, c'est pas possible. Tu m'en iras. Hein. Tu me pardonneras jamais. Hein. Mérimée n'avait donc pas pu apprécier Bastia à sa juste valeur. Au milieu du XIXe siècle, la ville ne s'était pas encore remise des guerres d'indépendance qui en avaient marqué l'histoire quelques décennies auparavant. Le magnifique palais des gouverneurs, siège jadis du pouvoir génois dans l'île, apparaissait alors décati, en partie délabré, tout comme les faubourgs populaires de la partie basse de la ville, où se tassaient commerçants et artisans dans des bâtiments sales et vieillots, resserrés autour d'un petit port à l'activité bien terne. Waouh, c'est beau. Magnifique. C'est charmant. On ne s'attend pas du tout à trouver ce genre de jardin dans une citadelle. Hein. Ouais, regarde les oliviers. Oh là là. Cette verdure. C'est romantique. Ouais, c'est vrai. Mais bon, autrefois, c'était pas romantique. Hein. Là, c'était le chemin de ronde des soldats génois. Ah, c'est sûr. Ouais. Il ne faut pas oublier que celui est chargé d'histoire, hein, puisque Bastia, c'était la capitale de la Corse. Ouais. Et ici, c'était le lieu de résidence des gouverneurs génois. Ouais. Et Bastia a été le poumon économique de la Corse pendant des siècles quand même. Pouh, ça c'est de la jumelle. Hein. Oh. Hé, hé. Pavillon génois à bâbord. Ça c'est joli, hein. Ouh. I campanili di Zandioua. Oh Est-ce là qu'elle là. est belle cette église avec ses deux clochers hein, qui Elle est surplombent les toits. magnifique. C'est beau. Ouais. Moi, c'est ma préférée. Pourquoi? Ben, parce que d'abord, c'est l'église des commerçants bastiais et du peuple. Et puis voilà, hein. Alors qu'ici, c'est celle des Génois. C'est ça. Donc il y a toujours une rivalité entre les deux églises. Voilà. En tout cas, le panorama est vraiment exceptionnel. Hein. Ouais, c'est magnifique. Oui, tu bourres, regarde-moi ça. Ouais, c'est très beau. Hein. Là, on a vraiment une vue exceptionnelle. On peut dire que Mérimée a fait un vrai beau périple sur notre île. Hein. Comme un voyage dans le temps, C'est vrai. à travers les plus beaux monuments. Il en a vu des beaux paysages, lui. Hein. C'est vrai. Ouais, mais c'est grâce à lui aussi que certains bâtiments, enfin plutôt monuments, ont été restaurés quand même. Hein. Et oui, comme l'église de Carbine. Carbine. Oh là là. Et tu imagines quand il est parti de là il devait avoir la larme à l'œil. Oh, les belles plages, les beaux paysages, Oui, et la toutes matia. ces odeurs de maquis, là, qui sont restées gravées à jamais Dans ses cheveux, dans sa mémoire. dans les sourcils. Parce que regarde, quand même, hein. Ça devait sentir l'immortel, hein. Parce que là, il peut en mettre, hein, des senteurs. Bon, Oh, voilà, les sourcils de Mérimée. et ouais, il a dû voir hein, la Corse disparaître petit à petit, hein, en quittant le port. Et ouais, regarde bien, hein. Ta maman ta femme. Je ne sais pas, les amis, si Mérimée a réellement regretté de quitter l'île et ses senteurs. Il retrouva à Paris sa chère et tendre Madame de Le Serre, femme, certes mariée, mais dont il était fort amoureux. Et avec elle, les salons de la haute bourgeoisie qu'il aimait tant fréquenter. Une très belle carrière de sénateur l'attendait également. Lui qui fut nommé au Sénat à vie en 1853
et reçu bien des honneurs et des dignités, comme celle de grand officier de la Légion d'honneur. Mais une chose est sûre, ce voyage en Corse a été un tournant dans sa carrière d'écrivain, car c'est ici, dans cette île mystérieuse et totalement méconnue, qu'il a rencontré une de ses plus importantes sources d'inspiration, des personnages hauts en couleur, passionnés et libres. L'héroïne émancipée de sa première véritable nouvelle à succès, Colomba lui porta chance, en même temps qu'elle devint sa muse véritable. Pour Mérimée, il y a plus de beauté dans les ardentes passions bestiales des hommes que dans les sentiments feutrés et magnifiés de la bienséance. Il y a plus de beauté dans la sincérité des lignes épurées d'un monument antique que dans l'exubérance des décors rococo. Il y a plus de force dans les passions sincères de ces personnages rustiques mais authentiques que dans la grandiloquence narcissique des poètes de son temps.